Bonjour et bienvenue, aujourd'hui on va décrypter un système de règles assez fascinant sur la pureté rituelle. On va voir comment un état de pureté, qui n'est pas juste une question d'hygiène, est défini, perdu et restauré. C'est un peu comme plonger dans la logique interne d'un code très précis. Alors, tout commence par la question de base. Qu'est-ce qui fait qu'une chose est pure ou impure? Le système qu'on explore aujourd'hui a un cadre très clair pour répondre à ça. Et son point de départ, c'est un élément qu'on croit tous connaître par cœur. Et cet élément, bien sûr, c'est l'eau. Mais attention, ici, toutes les eaux ne se valent pas. Le système fait une différence vraiment cruciale qui ne dépend pas de son origine, mais de sa quantité. D'un côté, on a ce qui est appelé la petite eau. C'est simple, il s'agit de n'importe quelle quantité d'eau en dessous de 380 litres. Pensez à l'eau de pluie qu'on récupère, l'eau dans un seau ou dans une bassine, bref, l'eau du quotidien. Et de l'autre côté, on a la grande eau. Là, comme son nom l'indique, on est au-dessus du seuil des 380 litres. On imagine un grand bassin, une baignoire bien remplie, une citerne. Et cette distinction de volume, elle n'est pas juste un détail, elle change absolument toutes les règles du jet. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Une petite eau, elle, est super sensible. Le moindre contact avec une impureté, même tout petit, et hop, elle devient impure. C'est presque instantané. Par contre, la grande eau, avec son volume, elle a beaucoup plus de résilience. Elle ne devient impure que si l'impureté arrive à changer l'une de ses trois caractéristiques, sa couleur, son odeur ou son goût. C'est vraiment le point clé à retenir. Le volume donne à l'eau un pouvoir de purification complètement différent. Bon, ça nous amène logiquement à la question suivante. Si c'est le contact avec une impureté qui déclenche tout, alors c'est quoi exactement une impureté dans ce système? Alors là, la liste est hyper spécifique et elle mélange des choses assez différentes. On y trouve des substances biologiques comme l'urine, les excréments, le sang menstruel, les lochies, c'est-à-dire les pertes après un accouchement, ou encore le sperme. La liste mentionne aussi des animaux précis comme le chien et le cochon, et même des cas assez pointus comme la sueur d'un chameau qui aurait mangé des excréments, c'est dire le niveau de détail. On a aussi des substances comme le vin, et pour finir une catégorie plus conceptuelle, le refus de Dieu. Ok, donc on a nos types d'eau et notre liste d'impuretés. Maintenant, la question c'est comment on fait pour nettoyer tout ça et revenir à un état de pureté? Allez, on commence par le cas le plus simple, la purification avec une grande eau. On se rappelle, c'est l'eau la plus robuste, celle qui a une plus grande capacité purificatrice. Le processus se fait en deux temps. D'abord, phase 1, l'élimination. On utilise l'eau pour enlever physiquement toute trace visible de l'impureté. Une fois que c'est propre à l'œil nu, on passe à la phase 2, la purification. Il suffit de faire passer l'eau une seule fois de plus, et c'est bon. C'est assez direct finalement. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe avec la petite eau? Vu qu'elle est bien plus fragile face à l'impureté, on peut s'attendre à ce que la méthode de purification soit un peu différente, non? Eh bien oui, c'est exactement ça. La première étape, l'élimination, ne change pas. On nettoie jusqu'à ce qu'on ne voit plus rien. Mais c'est sur la deuxième étape que tout change. Là, il ne suffit pas d'un seul passage d'eau supplémentaire. Il en faut 3. C'est clairement un processus beaucoup plus rigoureux. Bien sûr, un système de règles, aussi précis soit-il, doit pouvoir s'appliquer dans la vie de tous les jours. Du coup, voyons un peu comment celui-ci gère les nuances et les petites exceptions. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce cadre est totalement inflexible? Ou est-ce que le système admet qu'il y ait des situations où il faut être un peu plus souple? La réponse est oui, il y a bien des tolérances, surtout dans le contexte de la prière. Par exemple, une petite tache de sang, pas plus grande que la dernière phalange d'un doigt, est considérée comme acceptable. Pareil pour une blessure qui a arrêté de saigner. On voit bien ici une application assez pragmatique des grands principes. Jusqu'à maintenant, on a beaucoup tourné autour de l'eau, mais ce serait une erreur de croire qu'elle est le seul moyen de se purifier. En réalité, le système est bien plus vaste et ingénieux que ça. En fait, ce système ne compte pas sur un seul, mais sur 7 purificateurs différents. Et voici la liste complète. On retrouve notre eau, évidemment, mais regardez la suite. Des éléments naturels comme la terre ou le soleil qui purifient par le contact ou l'exposition. Et puis, on passe à des concepts beaucoup plus abstraits. Et c'est là que ça devient fascinant. La simple disparition de l'impureté peut suffire. Sa transformation, par exemple chimique aussi. Le fait de se convertir à l'islam est vu comme un acte qui purifie. Et enfin, un processus très spécifique, l'istibra, qui est le fait de s'assurer qu'il ne reste plus de traces d'urine. Finalement, l'eau n'est qu'une pièce du puzzle. Pour conclure, toute cette exploration nous amène à une question beaucoup plus large. Au-delà de ce cas précis, comment est-ce que les systèmes de règles, qu'ils soient religieux comme ici, ou bien légaux et sociaux, finissent par modeler notre façon de voir le monde, de le classer et d'interagir avec lui? C'est une réflexion qui nous concerne tous, bien au-delà de ce sujet.